Bonjour, Raphaël Leprêtre. Merci beaucoup de m'accueillir chez Money Walkie. Alors, je suis assez fasciné parce que c'est la première fois que je viens ici. Je suis très content de l'accueil. On a pu discuter en amont. On s'était déjà rencontrés. Tu avais déjà rencontré certains de mes collègues, dont Anas, à qui je dédie cet épisode parce que c'est grâce à lui en partie qu'on est et que je suis ici aujourd'hui avec toi pour discuter. Mais avant ça, Raphaël, je vais peut-être te demander de te présenter à mes auditeurs. Bonjour Pierre, merci beaucoup de t'intéresser à Money Walkie. Donc, je suis Raphaël Leprêtre, je suis le CEO et l'un des fondateurs de Money Walkie. Ravi de t'accueillir et de t'expliquer un petit peu ce qu'on fait et comment on l'a développé surtout. Super, merci beaucoup Raphaël pour cette petite présentation. Raphaël, moi ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est de comprendre déjà un petit peu ton parcours. Aujourd'hui sur la table, les gens le voient pas, mais on le montrera peut-être tout à l'heure, mais il y a plein de Money Walkie, il y a plein de choses qui sont super belles à voir et qui sont incroyablement sophistiquées, on va dire, quand on le voit comme ça, et on se doute même pas de son utilité. Mais avant ça, moi, ce que j'aimerais savoir, Raphaël, c'est comment t'as grandi, où tu as vécu, et qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui peut-être à discuter de ce qu'est Money Walkie. Alors moi j'ai grandi en région parisienne, plutôt dans un milieu préservé et plutôt chanceux. Le sujet de l'argent n'a pas vraiment été un tabou dans ma famille, donc on en a parlé assez librement. J'avais de l'argent de poche, donc c'est quelque chose que j'ai intégré comme quelque chose d'acquis. J'ai quand même eu assez rapidement conscience que c'était quelque chose d'assez privilégié dans une famille où on en parlait, et l'école ne s'occupant pas vraiment de ce sujet, je savais que c'était une transmission de valeur pour moi. Et Money Walkie aujourd'hui, c'est une façon pour nous de réadresser ce sujet en tant que papa à nos propres enfants et de leur transmettre une éducation financière et de leur expliquer à travers un objet qui peut sembler assez ludique comment bien l'utiliser, comment rentrer dans le 21e siècle et comment l'argent ça fonctionne pour eux. Moi, quand j'étais petit, tu vois, on parlait d'argent de poche. Moi, mes premiers euros que j'ai eus, c'était ma grand-mère quand j'étais petit, qui venait me chercher à l'école et qui me donnait une pièce de 2 euros pour que j'aille me chercher des bonbons. Mais au-delà de ça, en fait, j'avais pas vraiment la partie gestion de cet argent-là, étant petit. C'est-à-dire qu'on me donnait des fois un petit peu d'argent pour des choses du quotidien, là, acheter un croissant, aller chercher des bonbons. Mais au final, il y avait pas vraiment de gestion et d'apprentissage sur l'argent, même très tard, je dirais. Et je pense peut-être que les Français, je pense que tu as peut-être une meilleure vision que moi, mais les Français ne sont pas vraiment très bons sur l'éducation financière. Est-ce que toi, très tôt, au contraire, tes parents t'ont appris à gérer de l'argent ou à te rendre compte de à quoi servait l'argent et des manières dont tu pouvais l'utiliser finalement? Effectivement, moi j'avais de l'argent de poche toutes les semaines. On avait un petit budget. Quand on n'avait plus, il y en avait plus. Tant pis pour nous. Si on avait tout acheté en bonbons, c'était réglé. Ça a été une transmission parce qu'effectivement, déjà à mon époque, qui est lointaine maintenant, l'école vraiment abordait pas ce sujet. Et depuis que je suis dans le métier, je me rends compte qu'effectivement, on est dans une société où il y a un tabou quand même sur ce sujet. On parle pas des salaires, on ne parle pas de l'argent. C'est quelque chose qui est assez sale. C'est vraiment quelque chose avec les gens ne sont pas vraiment à l'aise. Et donc, mon éducation, je la considère comme à part et je remercie mes parents d'avoir justement abordé le sujet avec mes frères. On a pu faire ce genre d'exercice. Mais oui, je pense que d'abord, c'est un élément très segmentant et socialement très déterminant d'avoir une famille dans laquelle on peut en parler. Ça nous permet vraiment de développer des bons réflexes et d'acquérir vraiment les skills qui vont demain te permettre d'être à l'aise et de savoir tout de suite quoi faire avec cet argent. Gérer un budget, ça commence tôt. Ok. Il n'y a pas besoin de le gérer avec des gros montants et déjà gérer 10 ou 20 euros par mois, c'est déjà un bon exercice. Ok, super. Et là, on a parlé un peu du Raphaël petit, on va dire, mais quand tu as grandi, qu'est-ce qui t'a drivé? Est-ce que déjà tu avais des passions? Ou qu'est-ce qui t'attirait vraiment en fait dans ton développement personnel? Moi, je me rappelle par exemple, tu vois, j'étais pas du tout très actualité économique. J'aimais bien tout ce qui était politique et surtout j'adorais le basket et j'en ai fait pendant très très longtemps et j'étais vraiment déterminé à être sportif. Et après j'ai vu un chiffre et je me suis dit bon, je viendrai jamais le prochain Michael Jordan. Donc mes parents m'ont dit calme-toi avec le basket et va à l'école. En réalité c'est un peu ce qui s'est passé. Toi, comment tu t'es développé sur ce plan-là?
Moi, j'aimais bien la chose politique aussi. Ok. J'avoue que j'avais une passion. J'ai un grand regret, je voulais faire Sciences Po, je l'ai jamais fait. Donc c'était un peu ma passion, j'aimais bien les choses du monde et c'était quelque chose qui me passionnait. J'ai fini dans la finance, donc très très loin de ça, puisque j'ai commencé en banque, mais c'est quelque chose que je perds pas de vue, qui m'intéresse. En tout cas, la chose sociale et le fait social, c'est un truc important pour moi. Et contribuer dans la société à faire quelque chose qui a du sens, je le trouve un petit peu aujourd'hui dans ce qu'on fait, et on pose modestement à notre niveau, on essaie de jouer un rôle dans les associations, dans les choix de production. On a décidé par exemple de faire assembler nos produits dans un ESAT, de faire travailler des travailleurs handicapés. Ça, c'est des choix dans lesquels on a l'impression d'être utile, et c'est des choses qu'on met pas forcément toujours en lumière, mais des petites touches qui, mis bout à bout, ont de la valeur pour moi, et je suis content qu'on le fasse. Super. Et justement, toi, t'as fait quoi comme étude très rapidement? Enfin, t'es allé à la fac. Moi, j'ai fait des études de droit. J'ai complété ça avec un DESS à la Sorbonne de finance, donc encore un peu différent. Et j'ai commencé en banque. J'ai passé 4 ans à être banquier pour les entreprises dans 2 grandes maisons que sont Société Générale et HSBC. Et j'ai ensuite changé de carrière. Je suis parti dans le conseil, quelque chose qui me tenait aussi à cœur. J'aimais bien cette dimension-là, de devenir un peu un expert et de conseiller des grands groupes. Et j'ai rejoint un cabinet de conseil qui s'appelle Ernst & Young, EY maintenant. Et j'y ai travaillé pendant presque 10 ans et j'ai arpenté un peu le monde avec eux. Donc ça a été une carrière vraiment passionnante dans un groupe anglo-saxon. Et tu travaillais sur quel type de projet ce que tu faisais au quotidien, ça changeait ou Ouais, j'étais sur la partie financière et je conseillais sur toutes les problématiques liées au cash, liées aux risques financiers, les risques de change. Donc je travaillais plutôt pour les directions financières. Donc j'étais vraiment déjà les 2 pieds dans le sujet de la finance, très technique. À la suite de carve-out, de sessions de boîte, donc c'était très très intéressant. Et après j'ai continué ce métier dans une autre maison qui s'appelle Redbridge, dans lequel j'ai officié pendant près de 4 ans. Donc un parcours vraiment assez classique, très financier, vraiment exaltant. Et l'ambiance dans ces grands groupes, parce que en fait ici quand je suis arrivé, l'ambiance elle est quand même, on se sent bien. Dans le film Money Walkie, ça fait ambiance. En fait, j'ai l'impression que c'est l'inverse du conseil en tant que tel. Et comment tu l'as vécu, toi? C'est passé par des grandes maisons que tout le monde connaît, mais pour lesquelles les gens ont plus ou moins d'affinité avec la manière dont on y travaille. Moi, c'est des maisons que j'ai adorées. Okay. C'est des époques que j'ai beaucoup aimées, très exigeantes, mais aussi très responsabilisantes. On se retrouve vite à 25 ans face à des DAF du CAC 40. Il y a des gens très influents. Donc il y a quand même une mise en responsabilité qui est très 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 jeune, assez rare dans tous ces métiers-là, donc c'est vraiment passionnant. Et puis oui, l'ambiance elle est un peu ambiance, oui. T'allais tous les jours en costume? Ouais, en 3 pièces et tout, oui, on est très loin du t-shirt qu'on arbore dans la Startup Nation. Oui, c'est assez exigeant et c'est un peu codifié, mais c'est aussi ce qu'on va chercher dans les grands groupes. On va chercher un apprentissage, une façon de penser et aussi un réseau, parce que c'est aussi des gens avec qui on garde des relations très longtemps. Okay. On a parlé un petit peu avant cet épisode. On s'est vu à Vivatech, on avait échangé un petit peu en amont pour prévoir cet épisode. Justement, moi, ce que je voulais savoir, c'est, on va le revenir, mais tu m'avais dit, je deviens entrepreneur à 40 ans. Je crois que c'est ce que tu m'as dit. Est-ce que globalement, avant de changer, quand tu changeais de maison en maison, parce que t'as fait plusieurs maisons en conseil, même si tu es resté quand même des temps assez significatifs à chaque fois, entre ces petits changements, tu te posais la question de lancer quelque chose, ou alors il y a eu un élément déclencheur où tu t'es dit c'est bon, à 40 ans, je pense que j'ai le bagage nécessaire, ou c'est le moment et sinon je le ferai jamais? J'ai un papa entrepreneur, donc c'est pas tombé totalement par hasard dans ma famille. C'est quelque chose qui me trottait dans l'esprit depuis longtemps. J'avais pas trouvé de voie, et l'idée suffit pas. Il faut trouver le bon contexte. Et là, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché. Je pense que j'avais acquis et j'avais surtout appris ce que je voulais apprendre dans les grands groupes. Et donc, c'était un tournant de ma vie et l'entrepreneuriat s'est proposé là. Et effectivement, je suis devenu un vieux start-upper parce que il y a pas beaucoup qui montent à 40 ans. J'avais plutôt l'impression que mes pères y avaient plutôt 30. Ouais. Et finalement, il y a plus de. Mais il y a beaucoup de gens.
j'avais vu des études et en fait, c'est plutôt l'image que les gens ont du jeune start-upper sorti d'école, alors qu'en réalité, je crois que l'âge moyen est relativement, tu vois, je pense qu'un 35-40 ans me paraît largement dans la moyenne. C'est beaucoup plus courant qu'on l'imagine. De la même façon, les exits sont toujours plus longtemps que ceux qu'on évoque dans la presse. Oui, j'ai appris un peu à faire tomber les clichés de la Startup Nation. Super. Et donc, tu vas à 40 ans, enfin même avant ça, j'avais envie de te poser une autre question, c'est dans le milieu du conseil, je le disais, à la fois tu es jeune et tu conseilles des gens qui sont peut-être plus vieux, souvent plus vieux, qui ont plus d'expérience. Comment ça a été la réalité entre tu conseilles des gens, t'es dans la peau d'un consultant, et du jour au lendemain, les conseils que tu donnais aux gens, tu dois te les appliquer à toi-même dans l'opérationnel. Est-ce que t'as un petit souvenir du choc, ou peut-être pas, c'est peut-être pas un choc, mais du passage de conseil à me dire, mais en fait, opérationnellement, quand c'est à moi de délivrer, en fait, c'est pas si facile que ça. Alors, j'ai toujours eu le conseil qu'un bon consultant, c'était aussi quelqu'un qui délivrait. Okay. Donc moi, j'ai eu le sentiment qu'on délivrait et qu'on était souvent payé pour tenir la cadence et au contraire faire en sorte que les choses aillent à son bout. Donc moi, l'expertise et l'expérience de consultant, elle m'a plutôt servi. Parce que quand je suis arrivé au pilotage, je savais qu'il fallait cadencer les choses, il fallait aller vite, et surtout que l'output était très très important. Il fallait tout de suite avoir des résultats, et le cadencement des startups fait que chaque année, il faut venir montrer un peu patte blanche et où on en est, et c'est une cadence qui est rapide. Donc on apprend quand même dans ces univers-là à travailler énormément, à travailler efficacement. Et moi, ce que j'ai beaucoup appris aussi, c'est que ça apprend à bien gérer son stress, que justement, on travaille souvent dans l'urgence, on travaille souvent avec des impératifs financiers qui sont élevés, et on apprend à bien gérer cet aspect du job. Et quand on se lance, le risque, on a peu à ce côté négatif, il vient juste nourrir la réflexion, mais il vient pas nous paralyser parce qu'on a appris à le gérer aussi. Okay. Donc il y a quelque chose j'ai plutôt pris des enseignements qu'autre chose. Là, on va passer peut-être au Raphaël 40 ans. Le Raphaël 40 ans, on en a un petit peu parlé, on a un petit peu teasé ce qui va se passer à tes 40 ans, mais on passe souvent de la crise de la quarantaine, je sais. Est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, et est-ce que tu te rappelles du moment où je t'ai dit, mais waouh, là, je crois que je vais lancer ce truc-là, ou je vais devenir entrepreneur, ou alors c'est venu sur le long terme, une réflexion qui a mis du temps et jusqu'au jour où tu te lances. Comment ça s'est passé chez toi? Je dois une grande partie de cette réflexion à ma femme. Ok. Qui cherchait, avec laquelle on cherchait une solution de paiement pour notre fille qui avait 10 ans. Et assez classiquement, elle était en fin de primaire, elle est passée au collège, donc on cherchait une solution. Et elle a fait un petit peu le tour de toutes les banques et de nos banques à l'époque, et la plupart des banques lui ont dit non, mais on n'a pas de solution pour les enfants moins de 12 ans, ça nous intéresse pas et on regarde pas le sujet. Et c'était à quelle période ça? C'était en 2019, okay. Fin 2018, début 2019, donc on était à la recherche d'une solution pour nos enfants. Et on a fait un petit peu le tour du marché, on n'a pas trouvé de solution pérenne, et c'est là que on s'est dit ok, c'est quand même incroyable. Les enfants, ils sont quand même de plus en plus jeunes, responsables. Les téléphones rentrent dans leur vie à 10-11 ans, c'est quand même fou qu'il n'y ait pas un moyen de paiement pour eux et qu'il n'y ait pas le sujet à appréhender aussi autour de l'éducation financière. Et donc c'est là que j'ai décidé de partir dans l'aventure, et qu'on a décidé de monter MoneyWalkie. Donc en fait, MoneyWalkie, on l'a monté en 2019. Okay. C'est là qu'on a fait les premières études de marché, qu'on a regardé un petit peu ce qui existait, et on a mis toutes ces réflexions à profit pendant l'année du Covid en 2020. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à ce qu'on allait en faire et comment on allait monter le sujet. Okay. Tu t'associes à ce moment-là? Tu t'es pas tout seul? Parce que tu as parlé de ta femme, mais il y a d'autres personnes qui t'accompagnent à ce moment-là dans cette réflexion? Oui. Je commence à rencontrer pas mal de gens. On commence à en parler. Je m'associe. Je trouve des personnes qui ont un peu les mêmes envies que moi. Et en fait, on commence à vraiment discuter au moment où on se dit ok, c'est concret, il faut des sous. On commence à faire le fond des poches. On retrouve nos premiers actionnaires quand. Et tes premiers actionnaires, tu te tournes vers qui?
D'abord vers des amis, Ouais. vers des gens que je connaissais dans l'univers du conseil. Et Puis, ils sont séduits par la proposition de valeur ou ils se disent bon, faut qu'on aide Raphaël. Je pense qu'il non, a toujours fait des super choses. Il faut qu'on l'accompagne. Non, ils ont comme moi une appétence au risque assez faible, donc ils font des études de marché comme moi. On regarde un petit peu, on se rend compte que il y a quelque chose à faire, que le sujet est extrêmement risqué. On a pour nous un marché de la fintech qui est en plein essor à l'époque. Bien sûr. Les valos sont non raisonnables. L'argent a l'air d'être présent pour financer cette industrie. Et on sent poindre le sujet de la finance pour les plus jeunes. On sent que c'est un sujet qui est en train d'émerger. Donc on se dit, il y a un bon moment, le momentum semble intéressant. Et pour ne pas justement se fier qu'à des intuitions ou à des études de marché, on décide de lancer un KissKissBankBank à l'époque, en juin 2020, et on se dit, voilà, si on en vend 200 pendant cette pré-vente, on considérera que c'est un message positif du marché, et puis qu'il faut qu'on y aille. Et au cours de cette vente, on en vend 400. Okay. Donc on se dit voilà, c'est un super message. J'avoue qu'aujourd'hui c'est un message que je considérais comme presque non significatif, mais ça nous a bien commencé quelque part. Voilà, et ça nous a donné envie. Et à ce moment-là, la solution n'existe pas, elle ne fonctionne pas, elle n'a jamais été développée. Et on se lance dans la fabrication pendant l'été. Et très clairement, on lève nos premiers. Je crois qu'on a dû lever 200 000 euros auprès de Business Angel pendant l'été pour financer les premiers travaux et la sortie de la solution. Ok, très clair. Et les premiers travaux, c'était du prototypage et qu'est-ce que c'était? Alors, c'était d'abord, donc nous, on a une technologie, on exploite la licence de la monnaie électronique. D'accord. On a développé ça grâce à des bases, donc à des banques as a services. On a 2 bases, on est un petit peu originaux dans le marché. On a un base historique avec lequel on a lancé notre aventure qui est Trésor, qui appartient à une filiale de la Société Générale aujourd'hui, à qui on doit beaucoup parce que c'est vraiment eux qui nous ont aidés à nous lancer. Et dès le début, on a monté une solution qui fonctionnait sur le scheme Mastercard, qui était notre là aussi qui on doit beaucoup parce qu'ils nous ont aidés à nous lancer. Et depuis, on a un deuxième base avec Exponence du groupe BPCE et on travaille avec Visa, qui est devenu aussi un de nos partenaires stratégiques au cours des années. Mais la première chose qu'on a posée comme première brique, c'était de développer la solution et de faire en sorte qu'elle fonctionne sous un base bancaire français. Si justement, on a commencé un peu à parler de MoneyWalkie, mais sans vraiment parler de ce que tu faisais réellement, est-ce que là, si tu as 1 minute pour pitcher ce que fait MoneyWalkie, et tu peux même, parce que c'est filmé, donc tu peux même montrer à la caméra un exemple des MoneyWalkie, mais si tu as 1 minute pour montrer, ou en tout cas décrire aux gens ce que tu fais, comment tu le présenterais? En fait, MoneyWalkie, c'est un moyen de paiement. Donc, c'est un petit moyen de paiement qui est un petit device en plastique, recyclable, qui vient en fait se personnaliser avec des petites coques qu'on peut changer un petit peu comme on pourrait changer des coques de votre téléphone. Et ça permet de payer en utilisant la technologie du paiement sans contact, exactement comme ta carte bancaire. Et tu peux l'utiliser en France et partout dans le monde. Donc, même technologie, Visa ou Mastercard. Le tout est relié à une application qu'on installe le plus classiquement du monde sur le téléphone portable du parent. Le parent va pouvoir recharger avec sa carte bancaire ou par virement le petit porte-monnaie qu'il va donner à son enfant et il va pouvoir mettre 10, 20, 30, 40 euros en fonction de l'âge ou de la maturité de son enfant. Et dans l'application, le parent va avoir tout un nombre de fonctionnalités pour encadrer l'usage. Donc, mettre des limites, être notifié en temps réel des dépenses. Et quand cet enfant va lui-même grandir et va être doté de son propre téléphone, il va pouvoir télécharger une application d'invité sur lequel lui pourra suivre ses propres dépenses, interagir avec son parent sur les sujets de l'éducation, sur demander des sous, sur mettre de l'argent sur les petites cagnottes. Et donc, notre idée était très simple, c'était de mettre entre les mains des enfants un objet qui soit esthétique, très identitaire, qui soit plutôt joyful et qui donne le sourire aux commerçants et que les enfants utiliseraient et pourraient développer à cet usage-là vraiment toutes les skills nécessaires pour devenir des gens un petit peu malins en matière de sous. Tu parlais de tester auprès des commerçants, enfin d'aller vers les commerçants, un outil sympa. J'imagine que toi, quand tu as commencé, tu as testé l'outil. Donc le premier commerçant que tu es allé voir avec un MoneyWalkie, est-ce que tu t'en rappelles ou pas? Et est-ce qu'il a fait attention à ce que tu étais en train de faire et s'est dit, mais pourquoi il est en train de coller un panda sur le TPE, quoi?
Alors ouais, c'est déjà il y a beaucoup de méfiance. Je cache pas que les premières fois on faisait les essais, ils étaient un peu curieux. Jusqu'au moment où ils voyaient paiement accepté. Parce que là, ils savaient qu'ils étaient garantis, qu'il n'y avait plus de problème. Ma fille est devenue une star dans ma ville. Tout le monde la connaissait par son prénom parce qu'elle était la seule petite gamine qui payait en panda. Et ça nous a laissé quand même penser tout de suite qu'il y aurait un gros succès parce que un produit qui attire l'attention à la fois de l'enfant et à la fois du commerçant. Et le commerçant, justement, il est intrigué. Ça crée vraiment un fit. Ça nous intéressait aussi, qui est ce côté humain dans l'aventure. Et on a toujours des commerçants qui découvrent, de moins en moins, parce que le produit est de plus en plus distribué, de plus en plus utilisé. Mais on a encore des commerçants qui sont un peu troublés. Mais dès qu'ils voient paiement accepté, globalement, ça fonctionne très bien. Et justement, quand on arrive à payer les premières fois, tu développes ton produit. On a parlé un petit peu d'avec qui tu travailles aujourd'hui. T'as vraiment une clientèle assez diversifiée. Comment ça se passe? Parce qu'au final, c'est un moyen de paiement. Tu me dis si je me trompe, mais t'es un PSP, un prestataire de services de paiement en tant que tel. J'imagine que peut-être très vite, tu vas attirer l'œil des banques ou de personnes bancaires. Est-ce que ça arrive vite ou est-ce que c'est pas arrivé? Voilà. Ça, c'est une bonne question. Alors, en fait, nous, quand on a lancé le produit, on avait une vision très claire. On s'est dit, c'est un produit qui emprunte un peu aux bonnes idées du marché. Je vais rendre grâce à des gens comme le Côte Nickel. Je sais que tu as interviewé Thomas il y a qui pas est très passé longtemps. et en plus je l'ai vu il y a pas longtemps. Et on avait parlé dans l'épisode de Money Walkie quand il est passé sur le podcast. Donc en plus franchement il est super Thomas, oui, super sympa. Clairement, c'est un super produit en plus qu'il propose. Ce qu'on avait trouvé formidable dans l'aventure du Côte Nickel, c'est justement qu'ils avaient eu cet éclair de génie de sortir de l'agence et de proposer le produit aux clients en dehors du cadre confiné d'une banque. Et nous, on s'est dit, OK, nous, on veut cet ADN parce qu'on le trouve tellement smart. Et la différence, c'est que nous, on s'adressait plutôt aux enfants. Et donc, on s'est dit, OK, nous, c'est pas nécessairement les buralistes dans un premier temps. On va plutôt aller dans les magasins de jouets, dans les boutiques, dans les concept stores. Et donc, on a créé un produit qui allait pouvoir se distribuer dans le retail physiquement. Donc, aujourd'hui, on a 1000 points de vente. On va de la Fnac au centre culturel Leclerc. Il y a plein d'indépendants qui travaillent avec nous, des gens comme King Jouet, La Grande Récré. J'ai peur d'en oublier tant. Il y en a 1000, hein, donc. Il y en a beaucoup. Le Bon Marché, pour citer que. Et le produit était destiné aussi à être vendu en ligne. Donc, on est vendu sur notre site internet. Donc, ça, c'était les 2 canaux historiques. Et dès le début, je crois, dans les 6 premiers mois, on a été appelé par un monsieur à qui je dois beaucoup, par Christophe Pinault, qui est le patron de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, qui m'a appelé et qui nous a dit non mais c'est hyper intéressant ce que vous faites. Nous, les sujets de la famille, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. On a une tagline, c'est être utile à nos clients, et si on peut mettre à disposition de nos clients une solution qui va leur filer un coup de main sur des sujets qu'on n'adresse pas à les très jeunes enfants, ça nous intéresserait qu'on fasse des tests. Donc, on est parti dans une aventure un peu folle avec le jeune homme. On a fait des tests, ça s'est super bien passé. Au début, est-ce que tu étais méfiant? Ah, plus que ça, même. Ouais. Non, parce que c'est comme, enfin, on le dit souvent, moi qui travaille dans le milieu aussi banque assureur, souvent quand tu lances un produit bancaire ou une solution, je sais pas, une solution fintech, insurtech, mais souvent c'est un positionnement sur lequel les banques traditionnelles ou les assureurs traditionnels ne vont pas. Je sais pas, je vais cibler un marché de niche ou quelque chose de mal adressé, et tu peux avoir cette méfiance de se dire, bah, est-ce que, parce que ça arrive assez tôt dans ton développement, je crois, est-ce que à ce moment-là, tu te poses la question, tu te dis, est-ce que c'est le bon choix aussi vite d'y aller? Est-ce que c'est la question que tu te poses à ce moment-là? On y a été de manière assez prudente. Okay. Ça, je vais pas te cacher. Le gros avantage qu'on avait, c'était pas prévu dans la roadmap. Donc, c'était plutôt cherry on the cake d'avoir un développement supplémentaire, un 3e canal. Donc, c'était bien parce que on ne dépendait pas vitalement d'eux. On était très méfiants parce qu'on s'est dit c'est vraiment 2 tailles, 2 problématiques. Puis surtout, je crois que le plus dur avec les grands groupes, c'est qu'on n'avance pas du tout avec les mêmes horizons de temps. Nous, en start-up, on raisonne à la semaine, au mieux au mois. Eux, ils raisonnent à l'année, voire à la décade. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes temporalités. Ce qui nous a rassurés, c'est l'extraordinaire bienveillance avec laquelle ils nous ont abordés.
ça aurait été d'une gentillesse, mais vraiment. C'est l'esprit caisse régionale, ça peut-être. Ouais, je pense qu'il y a. Non, mais il y a vraiment quelque chose qui nous ça. a plu. Il y a quelque chose qui nous a plu aussi dans leur ADN historique. C'est une banque qui avait été montée par des philanthropes, avec une dimension, avec une volonté d'éduquer justement une classe médium qui allait se dégager et apprendre à mettre de l'argent de côté. Donc il y avait quelque chose dans leur ADN qui nous parlait. Et puis vraiment, on a rencontré des personnes qui étaient incroyablement gentilles, bienveillantes, qui nous ont présenté au groupe et progressivement, on a noué des relations avec le groupe BPCE, avec les caisses d'épargne et les banques populaires. Et j'avoue que c'est un voyage qu'on est très heureux d'avoir fait, mais qu'on a fait avec beaucoup de méfiance. Et donc aujourd'hui, on a 3 canaux. On a à la fois le retail, les ventes en ligne et nos amis du groupe BPCE. Donc c'est très complémentaire. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça nous a fait grandir sur plein de sujets. Ça apporte aussi de la rassurance aux clients qui voient que y a des banquiers qui nous font confiance. Donc pour ceux qui pourraient s'interroger sur la viabilité du produit, ça leur donne aussi un peu de confiance. Justement, à ce moment-là, tu parles de temps, c'est hyper intéressant parce que souvent le sujet du temps en relation startup grand groupe, c'est un sujet qui passe beaucoup dans le podcast parce que souvent on est à la fois attiré par le cachet du corporate, mais à la fois on est méfiant et on sait que le temps est aussi un startup killer et c'est pas moi qui le dis, c'est Vanessa qui je crois est aussi investisseuse chez toi et qui est passée sur le podcast et qui m'avait dit ça. Et donc tu vois, c'est un peu le sujet de ok, il faut que je sois prêt mais pas trop prêt, est-ce que je suis prêt, pas prêt. Toi, comment t'avais, sans dévoiler de chiffres bien entendu, mais comment t'avais calibré un peu l'offre et dans quoi ça s'intégrait, comment ça se matérialisait, comment ces premiers échanges. Donc nous on a construit notre BP, on a construit notre développement en se disant on ne compte pas sur eux. Okay. On ne compte pas sur nos amis banquiers et vraiment ça sera un accélérateur supplémentaire, ça sera vraiment que du plus. Et ce qui a été très intéressant, c'est que la relation s'est nouée très progressivement. Aujourd'hui, on est distribué dans 100% des caisses et les 100% des BP, mais il a fallu presque 4 ans pour en arriver là. Donc ce qu'il faut avoir pour nouer de bonnes relations avec le groupe, c'est de la confiance, trouver des interlocuteurs crédibles. Et nous, ce qu'on a eu comme chance dans notre aventure, c'est qu'on a eu le soutien de cet homme qui croyait en nous, qui nous a défendus et qui a été quasiment notre avocat quand on est rentré dans le groupe. Il a su toujours se montrer bienveillant et protecteur vis-à-vis justement d'instances comme la compliance, comme les juristes qui sont pas toujours qui respectent ce qu'ils doivent respecter, mais ils sont pas là forcément pour ouvrir les portes des jeunes fintech. Et donc lui, il a toujours su nous protéger. Donc je pense que si on n'a pas un bienfaiteur qui est là pour vous défendre, c'est compliqué. Et qui avance avec son bâton de pèlerin, à mouiller sa chemise aussi pour vous défendre, c'est pas un exercice facile. Hein. On parlait beaucoup parce que moi, ce qui me plaît beaucoup, je dirais, c'est le design des produits, l'image de marque. Je pense que c'est quand même un de tes piliers très forts sur le projet parce que c'est aussi ce pourquoi vous êtes connu et c'est peut-être la première chose qu'on voit chez vous. À vrai dire, en plus là on en parlait parce que on est dans une temporalité, je sais pas quand sortira l'épisode, mais vous êtes en plein grand lancement d'une campagne publicitaire. Donc je suis sorti de chez moi, on en parlait juste avant, mais hier matin je me suis retrouvé avec une affiche énorme sur l'arrêt de bus. J'ai même des amis à moi parce que à qui je faisais la promotion qui m'ont envoyé derrière des bus. Donc il y a une énorme promotion, mais au-delà de la communication, je dirais externe, comment vous évaluez et comment vous faites vos designs? Sur qui tu t'appuies? Est-ce que tu t'appuies sur des gens en externe? Et surtout, comment t'évalues un petit peu les nouvelles tendances? Parce que j'imagine que, en fait, t'es quand même un produit consumer. Je dirais que t'es aux portes de la fintech et de consumer. Et dans le consumer, c'est quand même un métier qui est globalement assez dur. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est des startups qui sont, enfin, une fois qu'on a réussi et qu'on arrive à rester dans cette traite et qu'on a craqué le marché, c'est très bénéfique, mais c'est aussi très dur. Moi, j'aimerais savoir comment tu navigues en fait dans ce marché-là et sur ça. Alors effectivement, c'est un exercice qui est pas forcément évident. Donc nous, on avait déjà une idée très claire du form factor. On voulait vraiment des produits qui soient interchangeables, qui allaient pas changer. Donc la première difficulté a été déterminer la taille qui allait nous accompagner pendant très très longtemps. Donc ça a été la première épreuve. Donc la taille du Money Walkie. La taille du Money Walkie lui-même, du device. Et donc là, on a travaillé avec, on a étudié l'ergonomie des mains des enfants, voilà, pour que ça tienne, pour que ça soit agréable à tenir en main. Et
On a trouvé la matière qui nous plaisait, et ensuite on a créé des univers. On est d'abord parti sur l'univers un petit peu kawaii, très inspiré du Japon. On voulait des choses qui soient très attachant, parce que c'est un peu le principe de Maniwaki, c'est que les enfants et même les plus grands en font un objet qui devient un peu totémique, qu'ils ont tout le temps dans la main, avec lequel ils jouent. Donc on a commencé plutôt avec les animaux, et progressivement on a vieilli avec notre clientèle aussi. Donc on a été vers les hobbies, vers le sport, là on arrive vers les jeux vidéo, vers un peu la junk food. On fait des choses un petit peu très variées. Et en fait, la façon dont on travaille, c'est très simple. On est tombé amoureux de quelques designers qui travaillent régulièrement avec nous et à qui on confie régulièrement le soin de faire des coques. Ils ont chacun leur particularité. Certains craquent tout de suite les animaux, certains vont être très très forts pour faire un petit van ou faire une fusée. Donc ils ont chacun leur spécificité. Donc on les laisse un petit peu libres, on leur donne des guidelines, on dit un peu de l'univers dans lequel on aimerait aller, et après on les laisse un peu vaguer à leur réflexion et à leur créativité. Il faut le faire, parce que on peut pas brider un créateur, sinon ça marche jamais. À chaque fois qu'on a essayé, ça n'a jamais fonctionné. Donc il faut les laisser un petit peu partir dans des sphères qui sont les leurs. Et après, on corrige un petit peu. Et on essaye de trouver une cohérence après dans une gamme. Mais oui, on a on a même un peu plus d'une quarantaine de produits maintenant, donc c'est assez large. Tu fais comment pour tester auprès des personnes, de tes clients? Parce que tu disais que tu avais des cibles assez larges. Donc forcément, en fait, des fois, ton client n'est pas en interaction forcément direct avec toi. Comment tu fais? C'est-à-dire, tu mènes des campagnes, tes clients peuvent te pousser ce qu'ils aimeraient avoir. Une fois que tu as le design, tu le pousses et tu essayes de tester sur est-ce que ce produit il va fonctionner, il va pas fonctionner. Comment ça fonctionne en fait? Alors, ça commence par un coup de crayon sur une feuille. Mes premiers testeurs, c'est mes 4 filles. J'ai 4 filles à la maison, donc c'est avec elles que je teste les premiers, et elles vont de 6 ans jusqu'à 16, 17 ans même. Donc ça te donne un panel un peu plus large. Donc j'ai un peu un panel pour tabler dans les ça va pas durer tout le temps, du coup. Non, mais c'est bien, je vis avec elles. Et ma clientèle aussi, donc c'est très bien. Et après, on fait des sondages sur ce qui plaît, sur les couleurs. On a plusieurs communautés. On a des communautés sur Insta, sur Facebook, maintenant sur WhatsApp. Donc on interroge régulièrement. On a des groupes de consommateurs qu'on aime bien interroger régulièrement, et c'est comme ça qu'on façonne aussi. Et puis de temps en temps, on prend des prises de risques, on impose aussi des changements, et puis de temps en temps, on a des succès de fou. On a des produits qui deviennent des best-sellers. Et maintenant qu'on a grandi un petit peu et que la marque s'est un peu instaurée, on teste aussi d'aller vers des licences, et on a fait pour la première fois l'année dernière une licence avec Naruto, avec nos amis japonais, qui a été un carton plein. Et c'est un univers qu'on aime beaucoup, le manga, qui parle beaucoup à nos clients, et donc on va aller vers d'autres univers. On va aller vers One Piece notamment l'année prochaine. Donc on va continuer à explorer un petit peu en parallèle, pas trop, pour ne pas étouffer la marque et pas en faire une marque de licence, mais on va de plus en plus vers ce genre de mécanique. Et tu les démarches, ça marche comment? Là, tu parlais de Naruto, One Piece. Si tu les démarches, ils te démarchent, c'est comment? C'est les deux. Il y en a qui frappent régulièrement à la porte, qu'on aime beaucoup, et il y en a qu'il faut aller chercher. Okay. Généralement, les mangas, faut plutôt aller les chercher. Ils frappent pas forcément à la porte. Mais on a parlé avec beaucoup de personnes. On a beaucoup de choses dans les cartons qu'on aimerait sortir dans les prochaines années. Et puis, il y a des opportunités. On a des très grandes maisons qui ont frappé à la porte. On avait fait, il y a 2 ans, pour la sortie de Kung Fu Panda, on avait rebrandé notre petit panda aux couleurs de Kung Fu Panda. Donc, on avait travaillé avec Dreamcast, qui avait appelé spontanément. On a même cru que c'était une blague. Et donc là, on va retravailler cette fois-ci, mais c'est encore un peu confidentiel. Okay. Une très grande maison qui fait des dessins animés très, très connus. Ok, non mais super clair. Et justement, on a parlé de la partie consumer, de la manière dont tu cherchais les designs. Quand tu l'as utilisé, parce que à la fois tu parlais d'ergonomie, il faut que l'enfant il puisse manier le produit et il puisse l'utiliser, l'adopter, en fait un peu comme son deuxième doudou. Je sais pas si tu m'excuseras du terme, mais c'est le deuxième doudou. Mais à la fois, en fait, quand t'es un parent, tu te dis bon, c'est pas très grand, mon gamin il va perdre le produit. Comment tu t'es construit? Tu t'es dit bon, et tout de suite quand t'as fait tes campagnes, tu l'as mis en valeur comment? Tu l'as attaché à un sac, tu l'as mis à un trousseau de clés. Enfin, comment t'as réfléchi à mettre en fait en tête la manière dont il pouvait être
gardé par l'enfant ou ça n'a pas été un sujet et ça s'est fait plutôt naturellement Alors, c'est un sujet hyper important. La sécurité, c'est vraiment la première recherche des parents quand ils donnent un moyen de paiement à leurs enfants. Donc, on a tout de suite fait des petites dragons pour les accrocher aux clés, au sac. Ça, c'était ce qu'il y avait de plus intuitif. On a mis beaucoup de fonctionnalités pour pouvoir le bloquer à distance, le débloquer. On l'a rendu étanche pour que quand même quand il finit dans la machine, on puisse quand même le réutiliser derrière. Ouais. Donc, on a beaucoup travaillé ces thématiques pour fluidifier l'usage et sécuriser énormément. Donc, ça, on a beaucoup réassuré nos clients au début et on continue à le faire. Aujourd'hui, je pense c'est des sujets qu'on a beaucoup moins aujourd'hui. Les gens ont l'air d'être assez convaincus que ça marche. Okay. Ça, c'est sûr. Ok. Et on parlait d'éducation financière, c'était peut-être une des premières questions que je t'ai posées. Là, on parle de l'outil en tant que tel, du moyen de paiement. Je sais pas si on peut dire ça, un moyen de paiement quand même. Et la question aussi, c'est l'éducation financière. Alors, j'imagine que tu connais peut-être Mon Petit Placement. Je fais absolument pas de pub pour eux, hein, c'est pas du tout le sujet. Non, mais c'est super. Mais en attendant, ils ont quand même, il y a très peu de temps, lancé une application en parallèle de Mon Petit Placement qui te permet, en quelque sorte, avec des quiz, d'avoir des questions, etc. Bon, elle est pas intégrée directement à Mon Petit Placement, de ce que je crois, et en fait, j'étais client de Mon Petit Placement. Je suis toujours d'ailleurs. En fait, il y a cette dimension où eux-mêmes vendent de l'assurance vie, enfin, courtier d'assurance vie, on va dire. Ouais. Et la question, c'est de se dire, eux aussi, ils en sont à une dimension de, ok, ils ont démocratisé l'accès à l'assurance vie à quelques centaines d'euros, comme d'autres en France, on peut citer d'autres acteurs, mais ils se rendent compte aussi que la dimension peut-être éducation sur les produits qu'ils commercialisent ou qu'ils vendent est un enjeu. Ils en sont venus à créer une application. Est-ce que toi, aujourd'hui, là, tu parlais d'interface pour les parents, tu parlais aussi d'interface pour les enfants. Comment tu vois peut-être cet aspect éducation? Parce que tu parlais au tout début, voilà, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en œuvre sur l'éducation financière des enfants. Il y a d'autres pays dans le monde qui sont beaucoup plus avancés que nous. Moi, je prends souvent l'exemple de l'Allemagne, de la Suisse, peut-être plus la Suisse et l'Allemagne, mais qui sont quand même assez développés sur cet aspect paiement et aussi peut-être dans la manière dont ils le voient dans les mœurs. Toi, justement, sur le développement de ton produit, je suis pas client MoneyWalkie, j'ai pas de MoneyWalkie, tu m'excuseras, Pour le moment. Raphaël, pour le moment. Mais est-ce que t'intègres des choses de dimension pédagogique pour, au-delà du produit, en fait, vraiment développer cet aspect-là qui, je pense, est sous-estimé et assez mal maîtrisé en France? Nous, on a une approche est simple. On a deux axes. Le produit, d'abord. Nous, on pense que pour bien développer des réflexes, il faut l'utiliser et avoir des occasions de développer ces réflexes au quotidien. Donc, c'est pour ça que dans l'application, on a la possibilité de faire des petits tiers-liens pour mettre de l'argent de côté. On te donne la possibilité de donner à des associations qu'on trie un peu sur le volet, donc pour apprendre que l'argent sert aussi à aider les autres. On va te proposer d'apprendre la valeur des choses et de définir des missions avec tes parents. Tu vas aller tourner la pelouse, tu vas aller laver la voiture, tu vas payer 5, 10 euros pour apprendre justement la valeur de l'argent à travers le travail. Donc tout ça, c'est ce qu'on a mis dans l'application pour les amener à réfléchir sur le sujet. Et en novembre dernier, on a lancé un média donc qui est séparé, qui s'appelle Money Talks, et qui est un média qui prend la forme de vidéo, qui tourne principalement à destination des enfants de plus de 15 ans sur TikTok. Et maintenant de plus en plus sur d'autres supports, mais c'était d'abord vidéo. Et c'est un média qui vient traiter tous les sujets que les ados ont en tête. À partir de quel âge je peux monter ma boîte? Comment ça marche concrètement une crypto? Qu'est-ce que c'est que la déflation dont tout le monde parle? Donc tous ces sujets qu'ils peuvent entendre dans l'usage, nous on en parle de manière plutôt marrante, avec des mèmes partout, avec des blagues, en faisant des références à toute leur culture, à la culture pop. Et c'est des formats assez short d'1 à 2 minutes qui cartonnent actuellement sur les réseaux. Nous, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'expérimenter et de passer tous ces sujets-là. Le succès a été tel que maintenant on les a foutus dans l'application, donc les clients y ont accès. Et on va encore plus loin parce qu'on a été approché par de très grandes institutions d'assurance et de banque pour faire leur com bancaire sur le sujet de l'éducation financière dans les prochains mois. Donc là, on va bientôt voir beaucoup de coproduction entre MoneyWalkie et des grandes institutions sur ces sujets-là. D'accord, non mais très clair. Merci beaucoup pour ces petites réponses qui sont hyper pertinentes. On parlait d'assurance. Alors,
j'ai plein d'autres questions parce qu'en vrai, le sujet, il est hyper vaste et il est hyper sympa. Mais dont on est sur le produit, sur le développement, sur la pédagogie. On parlait un petit peu d'assurance. Moi, je fais partie d'une compagnie d'assurance. Je ne veux pas dire le nom publiquement, mais je fais partie d'une compagnie d'assurance. Aujourd'hui, comment tu vois l'intégration de produits d'assurance dans ton produit, parce qu'au final, ça permettra également d'augmenter ton offre, peut-être de toucher aussi une autre cible de clientèle. Est-ce que c'est dans ta roadmap, cette partie assurance, et comment tu vois un petit peu cette potentielle collaboration, cette extension de produit, tout en gardant, je sais pas, une ADN assez forte et sans trop t'éloigner en fait de ce que tu as déjà construit? Alors, c'est dans notre ADN d'innover en permanence. Donc, on a fait un premier pas, on a monté en puissance l'offre, on a créé des nouveaux forfaits où on a intégré Apple Pay, Google Pay, la possibilité d'acheter sur Internet pour les ados, et on cherche à monter une offre intégrant l'assurance. Donc oui, c'est un sujet qu'on a totalement à l'esprit. On serait ravis de discuter avec ma compagnie, avec une très belle compagnie comme la tienne. Non, c'est un sujet qu'on a à l'esprit. Nous, on veut apporter de la valeur à nos clients. On sait qu'aujourd'hui, le sujet de la perte des moyens de paiement, c'est un sujet. La perte des clés, tous ces sujets sont des sujets qui touchent nos consommateurs. Ils nous en parlent. On a une longue liste de tout ce qu'ils aimeraient qu'on crée, qu'on apporte dans le produit. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va lancer sur la deuxième partie de l'année. Donc oui, c'est un sujet important. C'est un sujet en tout cas qui peut effectivement partir d'une bonne développement et d'une roadmap à court terme. Et justement, donc là, on a parlé beaucoup de la segmentation de clientèle que tu as. On avait beaucoup échangé et moi, je m'étais beaucoup renseigné pour préparer cet épisode. Mais au final, ce Money Walkie, il peut être intergénérationnel. Parce que c'est vrai qu'à première vue, quand tu regardes et que tu connais pas, tu peux te dire, bon, bah, les premiers utilisateurs sont des enfants, en réalité. Et en réalité, en réfléchissant un petit peu plus, et après t'avoir parlé et t'avoir rencontré, je me suis en fait rendu compte qu'il y avait une multitude de cas d'usage hors enfant, auxquels tu pouvais utiliser. Je prends un truc tout simple, mais moi j'avais pensé au travail. Des fois, on fait des petites courses pour notre pôle. En fait, on pourra avoir un Money Walkie posé sur une table et je sais pas, tu dois aller acheter une petite bouteille pour fêter je sais quel deal qu'on aurait passé. Ouais. Tu prends le Money Walkie et tu payes avec ton Money Walkie, tu vois. Tu verras à l'entrée de chez nous, il y a un qui est destiné à ça. Donc au final, il y a une multitude de cas d'usage et en fait, ta segmentation de clients, comment tu t'es rendu compte déjà, parce que quand même ton pain point, c'est t'as des enfants, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas d'outils pour eux. À quel moment tu as pris conscience qu'en fait, ça pouvait toucher une autre cible? Est-ce que tu étais déjà conscient de ça? Non. Ou alors, est-ce que tu l'as vu vraiment après? Tu te dis, mais en fait, mon produit, il va bien plus loin que ça. Si je te fais une photo des clients aujourd'hui de Money Walkie, tu as 20% qui ont moins de 10 ans, donc t'es tout petit. Okay. Donc là, plutôt l'image que tu te fais de Money Walkie, de dire c'est des petits. Donc là, on est sur des gamins qui, de 7 à 10 ans, vont faire des achats avec leurs parents. Tu as ensuite le cœur de notre cible, c'est 60%, c'est des ados. Donc ça a été la très bonne surprise. Et en fait, là où on a tout de suite été très fort, c'est le collège. Les parents sont à la recherche d'une solution pour leurs enfants, ils arrivent en 6e. Le collège, en plus, très souvent, c'est pas dans la même ville. Il va falloir que l'enfant soit autonome, prenne le bus, prenne le train. Donc on cherche vraiment quelque chose pour qu'il y ait toujours un petit peu d'argent, on sait jamais, en cas de problème. Ouais. Et l'extraordinaire nouvelle pour nous, c'est qu'on a 20% de nos clients qui sont des adultes. Et ça, c'était effectivement pas du tout prévu. Les premiers adultes qui sont rentrés dans l'aventure, c'était les personnes qui rayonnaient autour de la famille. Donc, c'était les nounous, les babysitters. Donc, c'était une solution qu'on mettait dans les mains des personnes qui rayonnaient autour des enfants pour acheter des goûters, sorties d'école. Ça, c'est canon. Donc, ça a vite explosé. En plus, il y a un bouche à oreille entre maman qui leur dit, mais attends, moi, ma nounou, je lui ai mis un Money Walkie, elle a besoin, je lui envoie des sous, il y a pas de problème. Ensuite, on a fini dans les mains de la Gen Z. Donc là, on s'est retrouvé avec des utilisateurs un peu improbables, qui allaient en boîte, dans un festival, qui voulaient pas prendre leur carte bancaire, qui utilisaient en coloc. À aucun moment, Money Walkie, pour les adultes, ne vient se substituer aux moyens de paiement classiques. Il vient plutôt se mettre entre le téléphone et la carte bancaire comme un
un objet de paiement qui va être complémentaire de la gamme des paiements existants et qui va être souvent dédié à un usage. Les adultes, ils vont nous utiliser beaucoup pour aller faire du sport, du surf. On le met, c'est plus facile. Si on le perd, c'est pas grave, c'est pas la carte, c'est assez usuel. Et puis, progressivement, on a fini dans la main de sujets un peu plus sociaux. Donc, on a fini chez des adultes qui étaient handicapés, qui avaient des troubles sociaux, qui étaient autistes, qui avaient des troubles cognitifs. Et le dernier gap qu'on a fait, qui était celui encore moins prévu de tous, tu vois, c'est qu'on a fini dans la main de personnes qui avaient plus de 80 ans. Ouais. Et en fait, là, nos clients qui sont les parents, ont pris MoneyWalkie, ils l'ont filé à leurs propres parents. Donc là, on s'est retrouvé dans la main. Et je crois que notre cliente, c'est une cliente aujourd'hui qui est la plus vieille, elle a 95 ans. Ok. Et notre client plus jeune a 6 ans. Je sais pas si tu vois un peu le gap. Ouais, il y a de 6 à 95 ans. Ça touche du monde. C'est mieux que Tintin. Et c'était pas du tout prévu. Non, je peux pas te mentir sur une roadmap qui aurait été totalement prévue. Et de plus en plus dans la main d'aider. Et on a noué des partenariats progressivement avec Petit-Fils, qui est un des leaders de la mise à disposition de personnel. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un pain et qu'en fait, ce qu'on avait réussi à craquer, c'était accompagner les plus fragiles. Et qu'en fait, la vie est une boucle. On a été fragile et on le redeviendra. Ouais. Et donc, souvent, on finit dans la main de ces personnes-là. C'est très clair. Et c'est vrai que tu vois le cas d'usage un petit peu, tu vois, même boîte de nuit, je l'avais même pas en tête. Canon. Mais en fait, j'ai envie de te dire, à la fois ça me choque pas plus que ça parce que à la fois quand on change un peu de sujet, mais sur le modèle néobancaire, il y a quand Revolut est arrivé, je pense, peut-être c'est ma perception, mais ils s'étaient plutôt convaincus qu'ils allaient pas forcément remplacer la banque traditionnelle, mais que ça allait être un super compagnon de voyage. Et donc ils ont monté la néobanque du voyage. Et donc ils sont allés sur un petit secteur où finalement les banques traditionnelles n'étaient pas vraiment bonnes. On a eu peut-être aussi dans une certaine mesure un Lydia qui allait sur le paiement beaucoup en soirée, faire des cagnottes, pouvoir être payé rapidement. Et c'est vrai que ce cas d'usage-là, même dans l'éducation, je dirais financière, il y en a beaucoup, même au travail, on discute un petit peu des paiements, mais on se rend compte que même il y a des comptes qui servent, par exemple, qu'à aller en vacances. Et en fait, au final, MoneyWalkie peut, dans une certaine mesure, être utilisé sur des usages, et tu le dis toi-même, très précis, de se dire, mon MoneyWalkie, je sais pas, moi je suis en coloc par exemple. Donc je me dis, voilà, des fois on se dit, on fait une fois chacun, on va prendre le papier toilette, va prendre les pastilles pour le lave-vaisselle. Et en fait, je me dis, en fait, on aura un MoneyWalkie dans l'appart, tu charges, et ça rend aussi l'usage peut-être un peu plus fun. Ouais. Mais au-delà de ça, ce qui est assez surprenant, c'est de se dire que ce produit-là, il est intergénérationnel. Enfin, vraiment, moi, c'est assez perturbant même. Mais au-delà de ça, est-ce que, au final, tu l'as dit, c'est imprévu. Les designs, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais pouvoir vendre un pingouin ou une planche de surf à une personne de 95 ans? Est-ce que tu as eu, en fait, deux approches. Est-ce que tu as eu l'approche, en fait, que t'aies 6 ans ou que t'aies 95 ans, en fait, ça peut être vraiment stylé d'avoir un petit pingouin. Ou alors, tu t'as dû, avec tes designers, avec les personnes que tu travailles, essayer de se dire, peut-être que cette clientèle-là, au-delà de l'usage, il va falloir que je lui donne un produit qui est un petit peu différent, ou pas. Alors, d'un point de vue, c'est une très bonne question parce que c'est une question qu'on s'est posée longtemps. On a créé toute une gamme de design un peu plus classique qui se voulait plutôt destiner justement aux adultes en pensant que ça allait répondre à ces problématiques-là. Et en fait, quand on a été interroger les personnes âgées, on s'est rendu compte que Nini, il préférait vraiment le panda, il préférait les trucs un peu barrés. Je pense qu'il y a un âge où tu te fous aussi un peu de l'image que tu peux donner. Et au contraire, tu vas choisir plutôt le personnage le plus amusant. Et donc, ils sont beaucoup plus marrants qu'on peut l'imaginer. Ils sont beaucoup moins conventionnels. Les plus conventionnels, c'est plutôt nos ados, entre 15 et 20 ans, qui, eux, assument moins le panda. Et en fait, le panda revient quand ils ont 20 ans. Et là, au contraire, les gens sont trouvent assez marrant d'aller payer une tournée de bière avec un petit fusée, un truc un peu décalé. Au contraire, c'est là qu'ils assument beaucoup mieux. Donc, dans les personnes âgées, non, il y a pas vraiment de sujet. Après, oui, on a fait évoluer l'ergonomie de l'application. Oui, on a fait évoluer notre site internet, nos messages. Oui, on a montré que c'était un champ des possibles un peu partout. Et même dans notre campagne d'affichage dont tu parlais, c'est un terminal de paiement avec des mains de
plusieurs générations qui payent. Et effectivement, c'était pour montrer qu'il y a un côté transgénérationnel qui s'opère et on est hyper fiers de ça. Après, on veut pas perdre notre ADN. C'était pas on veut rester un outil joyeux, coloré. On veut que les gens soient très fiers de l'utiliser. Et on va plutôt partir de plus en plus dans des trucs très identitaires parce qu'au contraire, nous on veut être visible et on veut que les gens assument Maniwaki. Si t'assumes pas, c'est pas pour toi, Maniwaki. Je parlais de multi-usage très intergénérationnel. Je t'ai posé la question un petit peu en off avant qu'on arrive. J'ai mis un peu de temps à me préparer, mais je te posais la question de est-ce qu'on peut décaler ou imaginer qu'un Maniwaki servira peut-être à autre chose qu'à payer, c'est-à-dire peut-être utiliser cette technologie-là, mais je sais pas, je prends l'exemple très classique, je sais pas, je suis un enfant, mon badge RATP, est-ce que je peux imaginer payer un jour avec un Maniwaki RATP? On parlait de cantine, alors en France c'est peut-être compliqué, mais tu parlais des US aussi en off, d'avoir une carte de cantine Maniwaki. Au final, il y a quand même de l'argent dessus. Enfin, on pourrait avoir une sensation d'acheter quelque chose sur l'application ou en tout cas d'utiliser le support que tu as créé. Est-ce que c'est une piste d'expansion ou alors c'est trop loin et c'est pas ta vision de ce que tu as voulu monter à l'époque? Alors c'est une piste qui, indépendamment de Maniwaki, est la suite de l'histoire. Nous, on a plein de consommateurs qui reviennent des États-Unis, d'Angleterre, et qui disent voilà, on paye les transports aujourd'hui avec une carte bancaire. Donc nous, on embarque la même techno, donc on paye. Et il y a des endroits en France où on peut payer avec sa carte bancaire désormais. Ouais. Donc plus que d'embarquer la carte de transport, je pense que l'ANIA est très certainement au paiement de ses transports avec sa carte bancaire, donc avec Maniwaki de facto. Donc on y va, on y est déjà sur toutes les zones urbaines où on peut le faire et ça marche très bien. Donc on est hyper content que ça se diffuse comme ça. Après sur les autres secteurs, on est très opportuniste, c'est-à-dire qu'on garde des sujets, on a pas mal d'idées en stock. J'ai tendance à dire qu'avec Maniwaki, on peut pas mourir d'ennui et de manque d'idées. C'est plutôt l'inverse. On peut mourir d'avoir trop d'idées et de se disperser. Donc, on garde beaucoup de choses. J'avoue que plus on grandit, plus notre notoriété s'accroît, plus on vient nous proposer des idées pour entrer, pour faire des trucs pour des clubs de foot. On peut imaginer d'avoir demain des clubs un peu mythiques. On vient nous proposer de rentrer dans des groupes très forts avec régionaux, ce genre de choses. Donc c'est des choses qu'on regarde vraiment de très près, qu'on fera probablement. On se réserve un peu de temps pour y réfléchir. Je pense que c'est quelque chose qu'on va plutôt mettre sur notre planning en 2026. Tu parlais d'expansion, tu parlais de retours clients qui sont allés au UK, aux US. Aujourd'hui, Maniwaki, est-ce que c'est présent? J'ai pas la réponse. Hein. C'est présent qu'en France, ou alors tu es présent ailleurs? Alors, la réglementation est un peu spécifique. Okay. Donc, le produit est réservé aux Français. Enfin, il n'est pas réservé. On le vend en France. Il fonctionne dans le monde entier. En revanche, si tu es un citoyen européen et que tu viens frapper à notre porte et que tu veux Maniwaki, je suis obligé de te le vendre. En revanche, je n'ai pas le droit de faire de prosélytisme ni de marketing sur les territoires en dehors de la France sans avoir demandé l'accord et passeporter mon autorisation pour le faire dans ces pays-là. Il te faut quoi pour obtenir Il faut que je m'entende avec mon base, qu'on décide d'aller là-bas, qu'on passeporte, qu'on se serve de leur autorisation légale locale et puis qu'on décide d'ouvrir un pays. C'est pas d'une complexité folle. Nous, on a décidé que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, et donc on a décidé de creuser notre sillon, d'atteindre le break-even en France, avant de s'amuser à aller dans d'autres géographies. La France est un beau pays, c'est un des pays où il y a le plus d'enfants en Europe, où la natalité jusqu'à peu était quand même très très intéressant. Donc c'est quand même un des meilleurs marchés pour se lancer, indéniablement. Donc, on s'est dit, si on arrive à démontrer qu'on est capable de monter une boîte rentable en France, on aura plus de liberté pour aller jouer dans d'autres géographies. C'est un sujet qui est à l'ordre du jour, parce que notre break-even est tout proche. Donc, on a dans la roadmap 2-3 pays qui nous semblent très sexy. On regarde un peu de près actuellement. Et tu parlais de pays potentiellement pour t'exporter. Au-delà de ces pays-là, aujourd'hui, bon, si on fait un peu la question qui fâche, mais dans le monde, globalement, c'est quoi tes concurrents les plus proches, je dirais, et qu'est-ce qui est un peu
différenciant? Enfin, quelle est l'approche qui te différencie vraiment d'eux? Parce que t'as des gens on parlait un peu de Nickel tout à l'heure et Thomas à qui je passe le bonjour s'il écoute, mais qui est pas vraiment sur la même cible, qui est un peu différent, mais d'un côté, il y a quand même un ADN commun de pouvoir permettre à tous de pouvoir payer, et donc toi justement, comment t'évalues ton paysage concurrentiel? C'est qui dans le monde, en gros, à la fois des gens peut-être dont tu t'inspires et surtout aussi que tu te méfies? J'ai compris de ton podcast avec Thomas que j'allais bientôt le voir en face de moi. Les gens, quand ils cherchent à donner un moyen de paiement à leurs enfants, ils pensent à Nickel, ils pensent à Revolut Junior, ils pensent à nos amis PixPay. Ouais, bien Donc sûr. c'est un peu notre paysage de concurrence aussi en France. C'est déjà en France. En France, il y a une offre traditionnelle bancaire de carte bancaire classique plutôt à partir de 12 ans. Quand on interroge nos clients, la plupart du temps, ils nous disent, nous, donner une carte bancaire avant 14-15 ans, ça ne nous semble pas totalement opportun. Donc, on a le sentiment qu'avant 15 ans, on a quand même un grand boulevard. Donc, notre enjeu, il est vraiment de se poser sur cette clientèle avant 15 ans et de leur démontrer qu'ils peuvent vieillir avec nous. Toutes les initiatives comme Apple Pay, PixPay et Google Pay. Donc ça, c'est des choses qui vont nous permettre de vieillir avec eux. Et quand tu regardes au niveau international, il y a GoHenry en UK qui fait aussi un peu des cartes, qui détient aujourd'hui PixPay. Ce sont des gens très sérieux, très intéressants. Il y a quelques jolies maisons aux États-Unis, un peu dans les Nordiques, qui sont aussi des maisons qu'on regarde. Nous, on veut pas trop ressembler aux banques, donc on les suit pas trop. On regarde tout ce qu'elles font parce qu'elles le font bien. On aime bien les Revolut parce qu'ils sont très ingénieux en matière de fonctionnalités. On les aime beaucoup. On regarde un petit peu ce qui se fait, mais on essaie de pas être trop inspiré par l'univers bancaire parce que sinon on risquerait de perdre notre singularité. On veut pas leur ressembler plus que ça. On va aller leur piquer. Je pense que c'est ta proposition de valeur. C'est aussi ce qui plaît aux gens, c'est de se dire, en fait, je me sens plus indépendant, j'ai moins l'impression d'utiliser ça et d'avoir ma banque derrière. Enfin, je pense que les gens, quand tu as décidé de payer avec un renard ou avec un panda, il faut que tu t'es fait connaître comme ça, il faut pas se tromper, c'est ta voix. C'est une voix assez intéressante aujourd'hui. On en a vendu à peu près 150 000, donc on commence à dire que on a trouvé un marché. Je sais pas quelle est sa profondeur, mais so far, c'est un marché intéressant en 4 ans. Nos clients sont plutôt des gens fidèles. Je pense qu'on va continuer dans ce marché-là. Je pense qu'il y a encore du potentiel immense pour nous. Et on n'a pas vraiment de compétiteurs directs qui proposent. On a beaucoup de gens qui nous regardent. Je sais qu'on intéresse beaucoup de gens. Les gens sont un peu sceptiques, ils savent pas comment ça va évoluer. De plus en plus, on a de plus en plus de copains en Chine et tout qui nous suivent. Mais non, il y a pas d'équivalent actuellement dans le monde. D'accord. Peut-être un jour. Ça fait comme presque 1 heure qu'on parle déjà, Raphaël. Là, on parlait un petit peu d'expansion, on parle de beaucoup de sujets. T'as donné des pistes un peu sur des pays qui t'intéresseraient, mais aujourd'hui, dans ta tête, à 3-5 ans, quel serait un peu ton fil conducteur et ce vers quoi tu serais fier si d'ici, les 3-5 ans, tu avais atteint certains jalons? Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir et tu dirais, on a réussi à faire ce qu'on a voulu faire et on est dans la bonne direction? Déjà continuer. Moi, j'allais toujours vivant. On va modestement dire, parce que ça ferait, on doublerait Ouais, c'est vrai. on a 5 ans, donc si dans 5 ans on est toujours là, on sera ravis. Poursuivre notre croissance, ça nous permettrait d'atteindre, si on continue comme on double notre clientèle à peu près tous les ans, on serait pas loin du million, donc on serait hyper ravis. J'ai très envie de continuer à distribuer le produit un peu partout. On veut rentrer de plus en plus dans les lieux de culture, dans les musées. C'est des sujets qui nous intéressent et nous passionnent. On veut surtout pas délier notre ADN justement éducatif. Donc on veut garder ça. Je pense que je serais très fier si on a réussi à matcher une réussite aussi importante que celle en France dans 5 ans. J'aimerais bien avoir 2 pays.
Okay. J'aimerais bien. On a fait un truc assez formidable l'année dernière. On a fait quand même les moyens de paiement des Jeux Olympiques. Donc l'application elle est déjà en plusieurs langues. Donc on est prêt à tirer pour partir dans tous les pays. On avait fait l'application en 7 langues pour les JO pour Visa et BPCE. Donc on a beaucoup aimé cette expérience internationale et on sent que ça nous brûle d'y retourner et de remettre les pieds dans une aventure qui nous éloigne un peu de Paris. Très clair. Écoute, on est bientôt à la fin, je pense, de l'épisode. C'est une bonne heure déjà à laquelle on parle, mais je vais peut-être te laisser le mot de la fin, comme je le fais à chaque fois. C'est vrai qu'on a parlé d'énormément de choses dans ce podcast-là. On a quand même retracé un petit peu l'histoire quand même de Money Walkie et de tout ce que tu as pu faire en 1 heure. Même si, à mon avis, il y a plein d'autres choses que tu as fait et sur lesquelles tu te prépares. Comme à chaque fois, et dans chaque podcast, à la fin, je laisse le mot de la fin à mon invité. Donc là, en fait, je brode pour que tu puisses trouver un sujet intéressant. Mais globalement, voilà, t'as le mot de la fin parce que t'es mon invité et je suis très content d'ailleurs et je te remercie encore d'avoir été aussi rapide et aussi sympathique pour me recevoir chez Money Walkie. Mais globalement, en fait, je vais te laisser le mot de la fin. C'est toi qui as le choix de dire, mais vraiment ce que tu souhaites. En fait, c'est toi le boss de la fin du podcast. Si je devais dire un grand merci, surtout à toutes mes équipes, parce que je pense que j'aurais jamais rien pu faire sans eux, et je pense que c'est eux l'ADN de cette maison-là. C'est une maison qui a su créer une voie, créer une marque, ce qui est jamais évident. En B2C, tu l'as dit, le consumer, c'est exigeant, c'est compliqué d'exister. Donc, ils ont fait un boulot de dingue. J'ai une équipe de market, de produits, de sales qui tous les jours, on n'est pas très nombreux. Je sais pas si on s'en rend compte, mais on est 17 et on a tout monté comme ça avec nos petits bras et ils ont fait un boulot de dingue. Et je suis obligé, mais vraiment très sincèrement de remercier les investisseurs parce que quand on s'est pointé au début avec un petit morceau de plastique, qu'on leur a dit vous allez voir, on va payer en panda, ça va être un délire de fou, et que les mecs ont accepté de mettre des sous sur cette folie, j'avoue que on a trouvé des vrais investisseurs, des mecs qui savaient prendre des risques et sans eux on n'aurait jamais fait ça. Et aujourd'hui on a 2 corpos qui nous aident aussi. On a le groupe M6 et le groupe BPCE et la caisse d'épargne qui nous aident. Franchement, je suis un contre-exemple que quelquefois avoir des gros corpos, c'est quand même très cool. Ils sont vraiment bienveillants, ils nous ont sauvé la mise plus d'une fois. Donc on a réussi à trouver un équilibre. Notre histoire capitalistique, elle est un peu à l'image du produit, elle est assez originale. Elle est passée entre les gouttes et on est hyper fiers d'être singulier aussi sur ce sujet-là. Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup Raphaël, encore merci de m'avoir invité et j'espère que toi aussi et mes invités ont passé un bon moment à nous écouter. Merci infiniment Pierre.